Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris au vu du titre et au vu de l'actualité tout simplement. Nous allons parler aujourd'hui de Bash in Berlin qui s'est déroulé à Berlin, ouais, en Allemagne. Le dernier gros show en date de la WWE qui était plutôt sympa. On va revenir en détail sur les matchs, je vais comme d'habitude vous donner mon avis sur tout ça. Essayer de résumer un maximum pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. C'est pas un show qui va rester à jamais dans les mémoires, je pense pas en tout cas, mais c'était quand même très sympa. On va rentrer très vite dans le vif du sujet, mais avant de commencer, je vous invite bien entendu à mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous passez un bon moment sur cette vidéo, et bien sûr à vous abonner pour vivre la suite des aventures de Gaël YouTube. Bon, on va commencer directement parce que j'ai envie de faire vite. Il faut surtout que je puisse sortir la vidéo ce dimanche parce que là je tourne dimanche matin. J'ai regardé le show en deux parties, j'ai regardé les deux premiers matchs en direct au moment où c'était diffusé tout simplement, en direct, d'où le nom du direct. Et j'ai regardé les trois autres ce matin, donc je me suis réveillé relativement tôt. Donc si vous trouvez que je suis un peu fatigué visuellement, déjà ça change pas beaucoup d'habitude. Mais c'est pour ça, voilà, je me suis réveillé tôt pour voir la suite du show. On va commencer tout d'abord par parler du public allemand qui était vraiment très cool. Déjà j'avais noté sur les quelques promos que j'ai vus lors de SmackDown, en tout cas sur les best-of, le public se taisait pendant toute la promo. T'avais pas de chant what, t'avais rien du tout, et le public réagissait au moment où il fallait réagir et la fermer quand il fallait la fermer. C'était un plaisir déjà. Il y a des catcheurs qui ont reçu un superbe accueil, notamment Ludwig Kaiser, le régional de l'étape qui était dans son pays natal et qui a reçu un superbe accueil, que ce soit à SmackDown et à Bash in Berlin. On va y venir quand on parlera du main event. Et on va commencer tout de suite avec l'opener de ce show qui a opposé Cody Rhodes, le champion de la WWE, à Kevin Owens, son ami, qui, on sait pas trop où est-ce qu'il en était. On a senti quand même la tension monter entre les deux lors de l'épisode de SmackDown. Et ça va se ressentir pendant le match. Kevin Owens est très concentré au moment de la présentation. Il est limite un peu énervé. Tu sais, il regarde Cody Rhodes avec les sourcils très froncés. Il est limite rouge. Alors le public chante déjà beaucoup dès le début. Cody Rhodes reçoit un chant pour lui, remix de Daddy Cool. Ça fait Cody Rhodes, tout ça. Vous avez la ref. En tout cas, le public va beaucoup chanter pendant quasiment l'intégralité du show. Ça va être un vrai plaisir. Alors, on a eu plus tard dans le show le commentateur allemand qui est venu annoncer que c'était le show le plus rentable dans une arène, battant le record de Backlash. Peut-être, mais ils ont pas battu le public. Ah non. Et puis en même temps, c'est facile, ils avaient plus de place dans l'arène, forcément. Bref, le public chante beaucoup, va y avoir un chant qui va énormément revenir pendant le show, c'est Auf die Fresse. J'ai pas fait allemand LV2, je suis désolé, donc je vais sûrement dire n'importe quoi. Alors Sturé, on avait parlé, comme quoi ça voulait dire foutez-vous sur la gueule, on l'a entendu pendant tout le show, c'était un plaisir. On a ressenti un peu la sensation que les gens avaient en regardant Backlash et en entendant les chants du public sans rien comprendre. Voilà, ouais, on n'a pas tout compris, mais c'était génial. Bon, le match commence, les deux vont pas faire grand chose et vont juste profiter du public pendant la première minute, même les deux premières minutes peut-être. On a une bonne poignée de main entre les deux et on est enfin parti pour se foutre sur la gueule. Et du coup on a un début de match relativement tranquille, avec des petits enchaînements, des échanges de coups tranquillement. Mais le début de match est relativement basique, il se passe pas grand chose et d'ailleurs ça va être comme ça sur l'intégralité du match. On va rester très simple mais efficace. On va avoir un moment où les deux vont se contrer leurs finishers respectifs, on va avoir un tête-tête, on ressent vraiment une tension entre les deux, on sent que ça peut péter au moindre truc. Cody Rhodes va un moment porter un disaster kick à Kevin Owens qui était sur l'apron, qui va se retrouver à l'extérieur. Cody Rhodes va porter un topé que Kevin Owens avait contré juste avant, en envoyant Cody Rhodes contre l'apron. Juste après ça, Cody Rhodes va porter une soumission relativement originale, il va porter un espèce de figure 4 mais au niveau du bras de Kevin Owens, c'était plutôt sympa. Juste après ça, il va reporter une figure 4 mais cette fois-ci au niveau des jambes, la classique. Kevin Owens revient un peu dans le match et va porter un frog splash à Cody Rhodes depuis l'apron. Cody Rhodes était au sol à l'extérieur, c'était plutôt sympa. On a encore une fois de bons échanges avec une situation de double down qui arrive après une double clothesline. Globalement, ce match, ça va être vraiment du 50-50. Il va pas y avoir de grosse domination de l'un ou de l'autre. On va vraiment avoir un petit moment Cody Rhodes va être devant, mais quelques secondes après Kevin Owens va revenir, et ainsi de suite. Ça va vraiment faire du back and forth. Ouais, vache, mon accent anglais. À un moment, Cody Rhodes va porter un enchaînement Power Slam into Disaster Kick pour un compte de 2. Il va pas mal tenter le Disaster Kick et le Cody Cutter. C'était peut-être un peu trop au bout d'un moment dans le match, mais ça m'a pas vraiment dérangé outre mesure. Juste après ça, il va tenter un Cutter, mais cette fois-ci, Kevin Owens va le contrer avec une German Suplex. Cody Rhodes va une nouvelle fois tenter le Cutter, qui va passer cette fois-ci, mais qui va obtenir seulement le compte de 2. Et vous savez, il y a des moments où on a des slugfest, des échanges de coups, le public fait bouh, yeah, tout ça. Et là, à ces moments-là, on va constater que le public est un petit peu plus pour Kevin Owens quand même, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Kevin Owens va un moment porter une Rolling Senton depuis la deuxième corde. Il va obtenir un compte de 2, c'était plutôt sympa. Là, on va avoir une de mes séquences préférées de ce match. Kevin Owens part en pop-up powerbomb. Cody le contre et tente de partir pour un disaster kick que Kevin Owens va contrer à son tour. Que Cody Rhodes va retourner en crossroads, qui va seulement lui permettre d'obtenir le compte de 2. Un peu après, Kevin Owens va porter un brainbuster depuis la deuxième corde. Encore une fois, c'était très sympa. On a un nouvel échange de coups, ça part en hockey fight. Après ça, échange de super kick entre les deux. Alors
Alors après, je sais plus si c'était directement après cet échange, mais ça va être le tournant du match. Cody Rhodes part pour un énième cutter, mais cette fois-ci, ça passe pas parce qu'il a mal au genou. Et oui, il l'avait souligné lors de SmackDown la veille, en promo. Kevin Owens a dit, je veux pas te battre si t'es pas à 100%, sinon on va encore me dire que j'ai pas mérité, tout ça. Mais du coup, voilà, Cody Rhodes, il a mal au genou, et à partir de là, on va avoir une toute nouvelle dynamique dans le match, et un total changement de rythme. Alors je vais peut-être faire un peu les gris, mais j'ai trouvé ce spot un peu... Je sais pas, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment appuyé dessus pendant le match. Cody Rhodes n'a pas montré de signe de faiblesse au niveau du genou pendant tout le match, et là ça tombe d'un coup. Alors on peut dire oui, il s'est fragilisé pendant le match, il s'est affaibli, il a pris des coups, d'accord, mais j'ai trouvé ça peut-être ça tombait peut-être un petit peu trop comme un cheveu sur la soupe, mais pour autant bah, ça m'a pas plus dérangé que ça, j'ai juste trouvé ça un peu... Ouais, ça tombe un peu comme ça, quoi. Mais là, à ce moment-là, bah, Cody Rhodes, il souffre, il est à terre, et Kevin Owens, il le regarde et il hésite à l'attaquer dans le dos, il se retient. L'acting de Kevin Owens, c'est très bon. Mais au final, on part à l'extérieur du ring. Les deux se discutent, Cody Rhodes, il dit « Mais ça va, mec, vas-y, bagarre », et puis Kevin Owens va mettre un gros coup de pied dans le genou de Cody Rhodes, pardon. Ouais. Et à ce moment-là, il s'apprête à partir pour sa powerbomb sur l'apron qui symbolise vraiment le Kevin Owens heel, le méchant Kevin Owens. Et là, il hésite beaucoup, il est en position, et au final, non. Il le ramène dans le ring, Cody Rhodes lui porte un roll-up, mais obtient un compte de 2. Stunner de Kevin Owens pour un compte de 2 à nouveau. Après ça, Kevin Owens, il dit un truc à Cody Rhodes, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit, mais Cody Rhodes, il part pour ses triple crossroads, que j'adore, vous le savez. Owens en prend un. Il en prend 2, mais il se réveille au dernier et porte un stunner pour le compte de 2. Encore une fois, Cody Rhodes est beaucoup trop fort. Owens part pour une Swanton Bomb que Cody Rhodes va contrer pour porter ensuite le Crossroads victorieux permettant de conserver le titre. Donc Cody Rhodes remporte ce match, Kevin Owens est dévasté, il boude en fait, il boude littéralement, il veut pas serrer la main de Cody Rhodes, il lui tourne le dos. Finalement il le prend dans ses bras, mais on sent qu'il est énervé, il repousse la caméra qui était en train de les filmer d'ailleurs. Il lui lève le bras et Cody Rhodes tente de lever le bras de Kevin Owens, mais Kevin il dit non, c'est pas moi qui ai gagné, c'est toi. Et ça vient conclure un match qui, comme je l'ai dit, est resté très simple dans sa construction, on n'a pas vu de gros spots de fou à part les Rolling Senton depuis la deuxième corde, les Brainbusters, tout ça. Mais c'est resté relativement simple, on n'a pas eu de grosses dingueries, mais c'était pour autant très cool, ça a été embelli par un public absolument fou, et je trouve que ça mettait de bonnes bases pour la suite du show. Et la suite du show, c'est le match que j'attendais le moins, et j'ai eu du mal à me mettre dedans et à le regarder vraiment sérieusement, je vais pas vous mentir. Ayla Dawn et Alba Fire défendent les championnats par équipe contre Jade Cargill et Bianca Belair. Alors il y a eu un promo package de fou, alors là ça te hypait pour le match, t'avais envie de regarder. Alors j'ai eu une petite coupure entre les deux matchs, donc je suis arrivé, déjà je sortais du Kevin Owens Cody Rhodes qui était plutôt pas mal, et là je revenais après 5-10 minutes de pause. J'ai eu du mal à me remettre dedans. Et le début de match, tout le monde va débarrer en même temps, hein, parce que les Unholy Union veut faire du 2v1 contre Bianca Belair. Jade Cargill elle arrive et dit ah non. C'est pas comme ça que ça va se passer. Mais d'ailleurs, c'est ce qui va se passer au final pendant tout le match. Bon, c'est le schéma qu'on connaît avec Jade Cargill et Bianca Belair. C'est Bianca Belair qui prend la hit, qui prend les coups pendant quasiment tout le match. Jade Cargill arrive à la fin pour faire la différence. Elles vont prendre légèrement le dessus au début de match. Elles vont se faire des tags, mettre des coups dans les coins. Mais très vite, Bianca Belair va se retrouver en situation de 1v2 et galérer. Jade Cargill va rentrer à un moment, elle va dérouler complètement. Elle va détruire tout le monde. Elle va même porter un jackhammer, mais obtenir seulement le compte de 2. Mais après ça, Bianca Belair va rentrer à nouveau. Elle s'en sort un petit peu mieux cette fois. On a un dernier tag avec Jade Cargill, elles vont avoir une combinaison, alors là je ne saurais pas vous redire la combinaison parce qu'elles ont enchaîné tellement de prises en même temps, mais c'était vraiment stylé. Et elles vont donc obtenir le compte de 3 et remporter les championnats par équipe. J'ai beaucoup résumé parce que le match n'était pas si long que ça, il n'y a pas eu grand chose à souligner. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais pour autant c'était ok, le public était plutôt dedans. Victoire logique de Bianca Belair et Jade Cargill. Je m'attendais à ce qu'on ait peut-être des indices pour peut-être un split plus tard, mais je pense que c'était le bon move quand même, parce que si le but c'est de faire un match à WrestleMania à terme, c'était peut-être un peu tôt pour lancer le split. On a encore beaucoup de temps, autant leur donner les titres qu'elles gagnent en momentum, et ça va crédibiliser d'autant plus un match à WrestleMania. On passe à un très gros morceau, comme je vous l'ai dit, je l'ai regardé ce matin ce match, et je suis encore partagé, j'arrive pas à savoir si j'ai vraiment adoré ou si j'ai été un peu déçu, je sais pas trop. CM Punk contre Drew McIntyre dans le strap match. Cette fois-ci on a les vraies règles du strap match, parce qu'il me semble que lors du Drew McIntyre Karrion Cross et du Daniel Bryan Fiend en 2019, les règles c'était tomber ou soumission. Là, pas de tomber, pas de soumission, il faut toucher les 4 coins du ring successivement sans être interrompu. Donc entrée de Drew McIntyre, entrée de CM Punk, le public chante Cult of Personality, c'est
c'est un régal. Et on est parti, enfin on est parti pas tout à fait parce que Drew McIntyre attaque avant même que le match commence. Il le défonce à l'extérieur du ring, il le balance sur la table des commentateurs, il utilise le strap pour frapper CM Punk à de multiples reprises, il finit quand même par attacher le strap, et le match peut commencer. Mais Drew McIntyre a déjà quand même un sérieux avantage. Et ça va se ressentir pendant une grande majorité du match. Drew McIntyre va vraiment être l'homme fort de ce match. Il va utiliser le strap quelques fois pour projeter CM Punk contre l'apron quand il était à l'extérieur du ring. C'était plutôt cool. Mais après une bonne domination de Drew McIntyre en début de match, CM Punk revient avec un GTS. Mais il va pas aller toucher les coins maintenant. Il veut aller détruire Drew McIntyre. Mais bon, Drew McIntyre va reprendre le dessus. Il va partir pour un future shock DDT sur la table des commentateurs que CM Punk va contrer en le faisant passer par-dessus ses épaules. La chute était assez violente, hein. Il est tombé... Waouh, la chute de McIntyre, c'était assez impressionnant. Punk va sortir une table que Drew McIntyre va ranger parce que bon, il est heel, on va faire râler le public. Et il va plutôt aller chercher une chaise auprès de Samantha Irvine. Et il va frapper CM Punk avec, il va lui porter un scoop slam dessus. Et il va aller la placer dans un coin du ring. Bon, comme je vous l'ai dit, Drew McIntyre va quand même dominer une grande majorité du match. CM Punk a quelques comebacks qui vont lui permettre notamment de ressortir la table et de la placer auprès du ring. Drew McIntyre va réussir à porter un Claymore Kick à CM Punk. Il va toucher 3 coins sur 4, mais Punk va se réveiller avant. Et CM Punk va tirer le strap pour envoyer Drew McIntyre dans la chaise qu'il avait placée dans le coin au préalable. Mais voilà, Drew McIntyre est quand même plus fort et il va réussir à revenir dans le match et à envoyer CM Punk dans la table qu'il avait placée. C'était vraiment stylé, la chute était plutôt sympa. Et là, Drew McIntyre, il prend Punk sur ses épaules et il va aller toucher les coins. Mais il a pas vu que CM Punk, lui aussi, sur ses épaules, il touche le coin. Et ça donne une scène assez cocasse où Drew McIntyre va s'en rendre compte. Il va s'en rendre compte, pardon. Et là, on va avoir une espèce de chamaillerie entre les deux pour essayer d'aller choper le dernier coin. Ils vont se taper, ils vont se tirer, tout ça. Au final, bon, bah, ils vont pas y arriver. Ça part en hockey fight. Claymore kick contré, double down. Et CM Punk va porter un sharpshooter et Drew McIntyre, bah, il va taper, il va abandonner, mais ça sert à rien parce qu'on est dans un strap match, il n'y a pas de disqualification. Il va attraper la corde, il va taper, mais l'arbitre lui dit mais frérot, ça sert à rien, tu es cringe. Après ça, CM Punk va aller toucher 2 coins, il met du temps, il galère CM Punk, mais Drew McIntyre va le ramener et lui porter un superbe neckbreaker, j'ai trouvé que c'était super bien amené avec le strap et tout. Et là, Drew McIntyre sort inévitablement le bracelet de CM Punk, le met à son poignet, l'embrasse et va porter un Claymore Kick à CM Punk. Il va toucher 3 coins, mais Punk se réveille et porte un GTS, et un deuxième, allez, pourquoi pas. Il va toucher 2 coins, et il va porter un 3e GTS. Oh, il était énervé. Il en touche un 3e et il porte un 4e GTS, comme si c'était pas assez. Après ce 4e GTS, il va récupérer son bracelet et aller toucher le dernier coin pour remporter le match. Alors le match était vraiment pas mal, il y a eu des bons moments. Des spots assez sympas avec le strap, une certaine violence, CM Punk a saigné pendant le match. Le public a quand même bien embelli le match, mais je suis un peu partagé. Honnêtement, je sais pas trop si j'ai vraiment aimé ce match. Je pense que j'ai quand même préféré le match de SummerSlam. C'était sympa quand même, on a passé un bon moment. On va certainement avoir une belle entre les deux à Bad Blood. On l'a déjà entendu par les insiders, il y a de grandes chances que ce soit un Hell in a Cell match. J'avoue que je commence à avoir hâte que cette rivalité se termine. C'est sympa, mais c'est vrai que ça commence à faire un petit moment que ça dure. Et il faudrait peut-être passer à autre chose, hein, on va pas se mentir. Par exemple, je dis ça comme cela, hein, Drew McIntyre contre Gunther une nouvelle fois, pour peut-être rattraper le match un peu décevant de SummerSlam 2023. Je dis ça comme ceci, voilà. On passe désormais au match par équipe mixte entre l'équipe de Liv Morgan, la championne du monde, et Dominic Mysterio, et l'équipe des Terror Twins, c'est ça, qui ont 14 ans d'écart, Damien Priest et Mami Rhea Bloody Ripley. Alors j'ai toujours eu du mal avec les matchs mixtes, honnêtement, je vais pas vous mentir. Et même si pour autant j'adore tous les catcheurs qui étaient présents dans ce match, j'ai eu du mal quand même à me mettre dedans. Et pourtant, bah, j'ai été agréablement surpris. Bon, Dominic Mysterio et Damien Priest commencent le match. Et forcément, Damien Priest va rapidement prendre le dessus. Et très vite, le public fait comprendre qu'il veut voir Rhea Ripley. Donc, bah, le tag est fait. Mais c'est pas Damien Priest qui fait le tag, c'est Dominic Mysterio parce qu'il a peur, il fuit. Donc, Liv Morgan rentre et par conséquent, Rhea Ripley est obligée de rentrer. C'est un match mixte, donc c'est homme contre homme et femme contre femme. C'est un peu sympa d'ailleurs le moment où Rhea Ripley rentre parce que du coup, Liv Morgan rentre dans le ring alors que Dominic Mysterio a fait le tag. Mais Damien Priest est encore dans le ring. Il va cacher les yeux de Liv Morgan avec sa main pour ne pas qu'elle voit que Rhea Ripley arrive avec un dropkick derrière. Je trouve ça plutôt sympa, voilà, je voulais le souligner. Et à partir de là, Rhea Ripley va vraiment dérouler, elle va détruire Liv Morgan. Ça porte des souplexes, ça va mettre des coups dans le coin, des coups de poing au sol aussi. Liv Morgan va très vite faire le tag parce qu'elle sent que c'est compliqué, et puis là, Dominic Mysterio, il s'inquiète, il est comme ça va, tout ça. Et Damien Priest, bon, il arrive, il va attraper Dominic Mysterio, il va le faire rentrer dans le ring, et puis bon, encore une fois, il va le détruire. Mais cela dit, Liv Morgan va distraire Damien Priest à de multiples reprises, permettant à Dominic Mysterio de reprendre le dessus. Et pendant toute la partie où Damien Priest sera face à Dominic Mysterio, et ben en fait Dominic Mysterio va dominer
pendant une bonne partie, parce que Liv Morgan va avoir quelques petites distractions par moment envers Damien Priest que l'arbitre ne voit pas, parce que Rhea Ripley râle, tout ça, voilà. Rhea Ripley va de nouveau entrer, va encore détruire Liv Morgan, vraiment elle voit pas le jour. Et là il y a ce moment qu'on attendait, bien sûr, le face-off entre Rhea Ripley et Dominic Mysterio. Ça parle, Dominic Mysterio il dit non, c'est pas ce que tu crois, tout ça. Et bon, Rhea Ripley veut rien entendre. Liv Morgan va tenter d'intervenir, elle va prendre un coup de coude par Rhea Ripley, voilà. Pas eu le temps. Et Rhea Ripley, ça y est, va détruire Dominic Mysterio, ça va apporter des clotheslines et on va avoir ce fameux spot, le rappel à la rivalité entre Dominic Mysterio, Rey Mysterio et le Judgment Day en 2022, ça remonte un petit peu, où Rhea Ripley avait étranglé Dominic Mysterio avec ses jambes, le public a été très réceptif. Alors très réceptif, mais c'est parce qu'aussi il y avait le compteur de décibels en bas de l'écran. Vas-y, les frérots, il y a le compteur de décibels, on a compris, vous voulez battre le record de Backlash, mais vous y arriverez pas. Voilà, en plus Backlash c'était une foule naturelle, il n'y avait pas de compteur ou quoi. Voilà. Non, faut arrêter le compteur de décibels, faut arrêter vraiment. Laissez le public réagir de manière naturelle. Et là, il y a ce moment qu'on attendait impatiemment, un moment qui a été teasé depuis quelques semaines, le Riptide de Rhea Ripley sur Dominic Mysterio. Et ben on n'en verra rien. Au moment où Rhea Ripley part pour le Riptide, Liv Morgan vient sauver celui-ci. Damien Priest revient dans le ring avec Dominic Mysterio donc. Et là, on va avoir le petit Razor's Edge en stéréo porté par Damien Priest et Rhea Ripley. J'ai bien aimé, c'était cool. Et voilà, inévitable, l'arrivée du Judgment Day, le Judgment Day 2.0, le Judgment Day Temu, le Judgment Day Wish, comme vous préférez. Carlito et JD McDonough arrivent pour casser les pieds, sans vouloir dire autre chose. Damien Priest s'apprête à porter le chokeslam à Dominic Mysterio. Et Finn Balor l'en empêche, évidemment, avec la Sling Blade. Frog Splash de Dominic Mysterio, mais Damien Priest se dégage. C'est au tour de Liv Morgan et Rhea Ripley de se battre à nouveau. Liv Morgan porte un topé à l'extérieur du ring sur Rhea Ripley. Et elle va tenter l'Oblivion que Rhea Ripley va contrer. JD McDonough distrait Rhea Ripley qui s'apprêtait à porter le Riptide. Mais bon, Damien Priest arrive et va défoncer tout le monde à l'extérieur. Cependant, Dominic Mysterio va porter un topé sur Damien Priest. Il va tenter de passer Damien Priest à travers la table des commentateurs, mais Damien Priest va lui porter une clothesline monumentale sur la table des commentateurs. Dominic Mysterio est out pour la fin du match. Liv Morgan se retrouve en 1v2. Elle est entre Rhea Ripley et Damien Priest. Rhea Ripley porte le Riptide. 1, 2, 3, victoire de Rhea Ripley et de Damien Priest. Un peu surpris que Liv Morgan prenne le tombé, je m'attendais à ce que ce soit Dominic Mysterio. On attend encore peut-être pour la suite, on sent que c'est pas terminé. Est-ce qu'on aura un Rhea Ripley contre Dominic Mysterio? Je commence à me dire que ça pourrait arriver. Quoi qu'il en soit, victoire des gentils, on s'y attendait, très content, le match était super, très bonne surprise. Pour moi, c'est peut-être le match de la soirée jusqu'à maintenant, parce qu'on va parler du main event juste après. En tout cas, c'était sympa, la bonne décision. Je pense que Dominic Mysterio aurait dû prendre le tombé. Mais bon, ça n'engage que moi. Le match était en tout cas très sympa et on va pouvoir partir pour le main event. Et oui, le main event, Gunther, le ring général, défend le championnat du monde poids lourd contre la vipère, The Apex Predator, Randy Orton. La revanche de King and Queen of the Ring, un match qui était déjà super pour la finale du tournoi King of the Ring, où Gunther n'avait pas gagné de manière très clean. D'ailleurs, on s'est basé exclusivement sur ça pour légitimer ce match, ce qui était tout à fait logique. Et grosse attente pour ce match. Déjà que j'avais adoré le match de King and Queen of the Ring, j'attendais énormément de ce match, avec le public allemand en plus, qui va être... peut-être un peu plus pour Gunther et ça va se constater dans le match. Et ouais, j'avais hâte. On a une très longue entrée de Randy Orton qui prend son temps, il profite avec le public. C'était long, c'était un peu long, il a bien fait 3-4 minutes d'entrée. Mais bon, c'est cool, on accepte, c'est Randy Orton. On a un très bel accueil pour Gunther, bien entendu, qui va, en plus de ça, pour le plus grand plaisir du public et notre plus grand plaisir derrière notre écran, il va être, bien sûr, annoncé par Ludwig Kaiser, le natif d'Allemagne. Le public est fou en voyant Ludwig Kaiser, il le laisse faire son intro et le public exulte, tout le monde est content. Et on voit Ludwig Kaiser, il kiffe, vraiment, il a du mal à contenir son sourire, il passe un grand moment. On voit Gunther aussi dans le fond, très heureux, ça fait trop plaisir, de voir ces mecs là avoir cette reconnaissance. Et on est parti, la cloche sonne et un peu dans le même style qu'on avait eu au début du show avec Cody Rhodes et Kevin Owens. Pendant 1-2 minutes, les deux ne vont rien faire, ils vont juste profiter du public. Le public va chanter, Orton va carrément applaudir, il est vraiment en kiff. Et on a un début de match vraiment très méthodique, c'est très lent. Il faut accepter ça dans un tel match. On va avoir des prises du collier, mais on va rester très simple sur les 5-6 premières minutes, voire plus. Le public continue de chanter, il va y avoir une holla dans le public. Gunther même a du mal à contenir son sourire, ça se voit. Il est vraiment en train de passer un moment incroyable et on passe tous un super moment. Et après cette holla, le match va sérieusement débuter avec Gunther qui va porter ses 2 premières chops qui vont lui permettre de prendre l'avantage. Alors là on est à 6-7 minutes de match, ils ont quasiment rien fait mais c'est déjà super, vraiment je passe déjà un super moment. Là on va avoir un échange de coups, le fameux slugfest, Boo
boo, yeah, tout ça, et on va constater à ce moment-là que le public est légèrement en faveur de Gunther, et ça fait plaisir. Mais là, on va partir à l'extérieur du ring, et c'est là que Randy Orton va prendre le dessus, et ça va se vérifier plus tard dans le match, où Orton, une fois qu'on est à l'extérieur du ring, va être quand même en domination par rapport à Gunther. Il va l'envoyer dans les escaliers en acier, il va le balancer sur la table des commentateurs une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ah, je sais pas, le chiffre 4 ce soir, ils ont bien aimé. Il y a 4 GTS, 4 back suplex sur la table des commentateurs. Bon, écoute. On est de retour dans le ring et Orton va tenter de porter un RKO que Gunther va contrer en sleeper, que Orton va contrer en détruisant son bras. Et on va avoir un petit focus sur le bras de Gunther qui va donc forcément l'handicaper pour porter ses chops. Petit comeback du Gunther, mais Orton va quand même garder le dessus et va dominer une bonne partie du match en fait. Orton va porter sa fameuse superplex depuis la deuxième corde. On a de nouveau un échange de chops et de coups que Randy Orton va gagner en portant un Snake Eyes. C'était pas forcément très clean, juste avant de porter en plus son fameux DDT. J'ai limite l'impression que les rôles se sont inversés. Randy Orton est plus passé du côté obscur et Gunther va forcément devant son public était plus gentil. Ça s'est pas forcément ressenti sur tout le reste du match, mais ce passage-là était un peu intéressant. Et bon voilà, après le DDT, le public scande RKO. Orton est en position pour porter celui-ci, mais Gunther va le contrer en portant une German suplex. Retournement de situation, Gunther porte le splash pour le compte de 2. Et là, moment important, Gunther tente de porter sa powerbomb, mais il n'y arrive pas parce qu'il a mal au bras. Le bras que Randy Orton a détruit peu de temps avant. Enfin, peu de temps avant, je crois que là, il y avait déjà bien 20 minutes de match. Facile. Mais bon, voilà, il voit qu'il n'y arrive pas, donc close line. Il lui met un coup de la corde à linge et il va retenter. Mais non, bah forcément, un animal blessé ou un animal mort est forcément plus lourd. Donc il essaie de nouveau, mais il n'y arrive pas. Il retente une troisième fois, mais Orton va réussir à le soulever et à le contrer. Mais Gunther va recontrer le contre. Et il parvient cette fois-ci avec l'adrénaline à porter sa powerbomb, mais obtient seulement le compte de 2. Après ça, il tente encore une fois la powerbomb. Il force un petit peu l'Autrichien. Et forcément, Orton il s'y attendait. Donc RKO out of nowhere qui était plutôt bien amené, plutôt stylé. J'ai bien aimé, mais en même temps, on s'en lâche jamais du RKO. Seulement le compte de 2, bien entendu. Et Orton va partir à l'extérieur. Il va placer les escaliers en acier auprès de la table des commentateurs. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, une fois qu'on est à l'extérieur du ring, Gunther a un peu plus de mal, et c'est vraiment Orton qui fait la différence. Et Orton va porter une back suplex sur ses escaliers en acier à Gunther. Et là, Orton, il va placer la deuxième partie de l'escalier en acier auprès de la table des commentateurs, et il va monter dessus avec Gunther et porter la back suplex pour faire passer le ring général à travers la table des commentateurs. C'était superbe. Orton va taper la pause, le public est fou, c'est super. Et là on arrive dans le finish du match que j'ai trouvé vraiment super. On est de retour dans le ring, Gunther va contrer le RKO de Randy Orton et enchaîner avec la Sleeper, la fameuse prise de soumission qui lui a permis de gagner tant de matchs en tant que champion intercontinental et qui lui a permis de devenir champion du monde face à Damien Priest. Randy Orton s'en sort une première fois mais va prendre une chop vraiment violente de Gunther dans le haut du dos et Gunther va reporter sa Sleeper de nouveau. Randy Orton s'en sort une deuxième fois en envoyant Gunther au sol, mais là il est assis et Gunther va reprendre une nouvelle fois Randy Orton dans la Sleeper. C'est la troisième Sleeper et cette fois-ci il va pas la laisser passer, il va enchaîner les coups de coude sur Randy Orton et cette fois-ci ça va suffire. Randy Orton va pass out dans la soumission et donc Gunther remporte ce match. C'était génial, vraiment j'ai adoré ce match. Alors beaucoup vont râler parce que c'est peut-être un peu trop old school, c'était peut-être trop lent, on s'est peut-être un peu emmerdé par moments avec beaucoup de moments de flottement. Mais moi j'ai envie de dire merci Randy Orton, merci Gunther, merci le public aussi. On a eu pas loin de 40 minutes de match que je n'ai absolument pas vu passer, c'était vraiment super. Victoire incontestable de Gunther cette fois-ci. Est-ce que c'était mieux qu'en Arabie Saoudite? Je sais pas trop, il va falloir que je revoie l'autre match. Moi j'ai adoré ce match et ça conclut parfaitement ce Bash in Berlin qui était très cool, comme je l'ai dit, mais qui sera peut-être pas le show le plus mémorable de l'année. Mais en tout cas, il n'y a rien eu de vraiment mauvais dans ce show, tout était plutôt bon. Et le public a encore une fois fait la différence. On a une belle poignée de main entre les deux à la fin, parfaite conclusion à ce show. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Bash in Berlin en commentaire. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'était pas au niveau de Backlash. Ah non, on va pas se mentir, c'était pas au niveau de Backlash. Mais c'était quand même plutôt pas mal. Et on a hâte de voir Bad Blood maintenant, qui arrive le 3 octobre il me semble. Je me corrigerai peut-être 3 ou 5. C'est début octobre en tout cas. Donc on a un bon mois pour construire tout ça. Et je suis curieux de voir tout ce qui va se passer. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu comme je vous l'ai dit. Ça fait plaisir pour le soutien. Mettez max de pouces bleus. Abonnez-vous en masse. Abonnez-vous à balle. On vise les 1100 abonnés le plus vite possible. Et sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël. Arrivederci.